Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons une fois de plus l'ambassadeur Chas Freeman, ancien secrétaire adjoint à la Défense et ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite. Chas, bienvenue à nouveau. Merci. Heureux d'être avec vous, Pascal. Chas, nous avons vu que Donald Trump, dès le deuxième ou le troisième jour de l'année, a attaqué le Venezuela. En tant qu'ancien haut fonctionnaire et diplomate américain, que pensez-vous de cette attaque flagrante contre une autre nation? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs dimensions à examiner ici. L'une d'elles est bien sûr qu'il s'agissait d'une campagne d'information méticuleusement planifiée, en réalité d'une campagne de désinformation, comportant de nombreuses accusations contre Israël, dont la plupart étaient sans fondement. Elle a été précédée d'une préparation minutieuse du paysage médiatique et de l'environnement informationnel, ainsi que de meurtres en haute mer de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic de drogue, non pas vers les États-Unis, en réalité, mais vers Trinité, pour un acheminement ultérieur vers l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Une histoire assez élaborée a été développée dans les médias. L'administration Trump a annoncé une version révisée de la doctrine Monroe, annonçant une déferlante à travers l'Amérique du Sud et les Caraïbes, vraisemblablement aussi l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, sous la forme du Mexique. Tout cela se met au grand jour. All of this was quite out in the open. I think Nicolás Maduro. Je pense que Nicolás Maduro l'a sous-estimé. Il semblait croire que Trump ne serait pas sérieux. La première chose, c'est que l'opération elle-même a été menée avec beaucoup d'habileté. La seconde, c'est qu'elle était totalement illégale, indécente, vraiment une atrocité. Je pense qu'elle a mis fin à 3 siècles d'efforts pour développer une forme d'état de droit international, commencé au XVIIIe siècle et poursuivi depuis. Une grande partie du XXe siècle, surtout les 50 dernières années, a été consacrée par les États-Unis à tenter de promouvoir cette vision de l'état de droit à l'échelle internationale. À l'époque de l'administration Biden, cela s'était dégradé en quelque chose appelé « ordre fondé sur des règles », ce qui signifiait essentiellement « nous faisons les règles, nous les imposons à qui nous voulons et nous en exemptons qui nous voulons, y compris nous-mêmes ». Mais je pense que ce que nous voyons, c'est une réaction internationale qui se forme contre ce rejet vraiment scandaleux de toute l'idée de règles à l'échelle mondiale. J'ai vu des déclarations très fermes de la part de petits pays, Singapour dans votre région, puisque vous êtes en Asie de l'Est, ainsi que la Malaisie, le Vietnam et l'Indonésie. En réalité, l'état de droit a 2 objectifs. Le premier est bien sûr d'assurer une certaine prévisibilité de l'environnement afin que les gens puissent mener leurs affaires de manière normale, en ayant une idée assez claire de ce qui va ou ne va pas se produire. Mais plus important encore, il protège les faibles contre les forts. Et le pays le plus puissant du monde aujourd'hui, les États-Unis, vient de rejeter toute considération des droits des autres. C'est, en fait, une forme de tyrannie à l'échelle du globe. This is in effect a sort of tyranny over the globe. I think, frankly, Et je pense, franchement, que nous avons vu avec le cas de Gaza que les paroles d'indignation ne servent à rien. Si les États-Unis ne sont pas soumis à des sanctions par la majorité mondiale, s'ils n'en paient pas le prix, en particulier leur élite économique, je pense que ce à quoi nous assistons est une horreur. Je vois que Mette Frederiksen, la première ministre du Danemark, est une fois de plus menacée par Trump à propos du Groenland. Et où cela s'arrête-t-il? Vous savez, Trump est arrivé au pouvoir en revendiquant le Groenland. Il a aussi, de manière étonnante, revendiqué l'Islande. Et je ne vois pas comment la relation européenne avec les États-Unis peut survivre à ce genre de choses. Que devient l'OTAN? Que devient l'Union européenne? Qui se dresse face à ce tyran? Je pense que c'est vraiment un événement décisif, s'il en est un. Et je n'ai même pas encore mentionné le Panama.
I haven't even mentioned Panama. But setting a precedent, I just saw a wonderful cartoon. Mais en établissant un précédent, with je viens de voir un dessin humoristique formidable qu'on m'a envoyé. television broadcaster. On y voyait un présentateur de télévision dire « Dans l'actualité de l'hémisphère occidental, une démocratie éprise de paix a envahi et capturé le dirigeant d'un pays voisin belliciste. » Et on y voyait la gendarmerie royale du Canada emmener Donald Trump. Il vient donc de créer un précédent qui peut s'appliquer à lui-même. Autrement dit, si un dirigeant est jugé intolérable dans son comportement, d'autres peuvent désormais agir. Et quelqu'un a fait remarquer quelle était la justification qu'avait utilisée Trump ici, en grande partie fictive, à propos de la production de drogue au Venezuela. About drug production in Venezuela, the Mexican government could easily. Vous savez, le gouvernement mexicain pourrait facilement réagir, puisqu'il a complètement échoué à obtenir une quelconque réaction diplomatique à ses demandes répétées visant à stopper le flux d'armes venant des États-Unis vers le Mexique, des armes utilisées par les cartels de la drogue pour terroriser la société mexicaine. Les Mexicains, suivant ce précédent, pourraient simplement bombarder les lieux où ces armes sont fabriquées ou stockées. Et ils auraient pour justification le précédent établi par Donald Trump. Je pense donc que cela a d'énormes implications, non seulement pour le Venezuela. Et il y a plusieurs autres aspects de cette affaire qui sont tout à fait absurdes. Il est très clair que Donald Trump s'attend à ce que Delcy Rodriguez, qui est la successeur constitutionnelle, présidente par intérim en l'absence de Nicolás Maduro, maintenant qu'il est incarcéré à New York, prenne le relais, car elle a joué un rôle majeur dans la réparation partielle du secteur pétrolier vénézuélien après la gestion extrêmement défaillante de Maduro. Et elle a relancé la production pétrolière vénézuélienne dans une large mesure. Cela signifie simplement qu'elle peut être achetée pour aider les compagnies pétrolières américaines, qu'on peut l'inciter à coopérer avec les États-Unis. Ainsi, elle est soumise d'un côté à des flatteries. Si vous coopérez et dirigez le Venezuela à notre satisfaction, nous vous laisserons tranquilles. Nos entreprises investiront et tout ira à merveille, du moins pendant un certain temps. Bien sûr, si vous concluez ce genre d'accord avec un mafieux, cela ne dure pas. D'un autre côté, on lui dit « Si vous ne coopérez pas, votre sort sera pire que celui de Maduro ». C'est donc, encore une fois, l'approche mafieuse de la gestion des relations. Une dernière remarque. Je dirais simplement qu'il y a énormément de bêtises absolues dans les médias. Il y a un rapport selon lequel une vingtaine de plutocrates de Wall Street se rendraient au Venezuela pour examiner des opportunités d'investissement dans le pétrole. Je n'aimerais pas être à leur place, vu la probabilité qu'il y ait une opposition armée au Venezuela à ce genre d'initiative. Mais, en dehors du danger que toute compagnie pétrolière américaine investissant là-bas risque de rencontrer à cause d'actions de guérilla, je pense qu'il faut le dire. Eh bien, vous savez, j'ai été ambassadeur en Arabie Saoudite. À un moment donné, j'ai lu que certains avaient conseillé à Henry Kissinger, à une époque antérieure, d'envoyer l'armée prendre le contrôle des champs pétrolifères et des opérations d'Aramco. Et cela m'a bien fait rire. Si vous connaissez un tant soit peu les industries pétrolières modernes, les industries extractives, vous savez qu'elles sont extrêmement complexes. Elles exigent une grande expertise. Il faut des années pour relancer la production. Il n'y a aucun retour immédiat dans ces conditions, même si la situation sécuritaire permettait à d'autres entreprises que Chevron, qui est présente depuis toujours et a coopéré avec le régime au Venezuela, d'entrer sur le marché vénézuélien. Donc, je pense que c'est du grand n'importe quoi. C'est une folie complète, et cela doit cesser. Le monde va-t-il agir, ou allons-nous simplement faire comme d'habitude en Europe, nous tordre les mains tout en restant assis dessus, ce qui est une position inconfortable. Mais c'est à peu près tout ce que les Européens font de nos jours.
It's about all Europeans do these days. Eh bien, je veux dire, c'est, je pense, la position suisse, si je comprends bien leur déclaration. Ils ne sont pas satisfaits de ce qui s'est passé, mais ils ne sont même pas disposés à mentionner que les États-Unis ont commis l'infraction. L'Union européenne est plus ou moins contente de dire que Maduro est parti. Donc, en gros, sans dire « nous applaudissons ce qui s'est passé », ils disent « nous sommes satisfaits du résultat ». Mais puis-je vous demander, parce que nous avons malheureusement le précédent que ce genre d'opération peut fonctionner. Beaucoup de gens disent que la guerre en Irak a été une énorme erreur, un échec et tout le reste. Mais en réalité, grâce à l'invasion de 2003, les États-Unis, depuis 22 ou 23 ans, contrôlent le pétrole irakien, et avec succès. Ils l'ont également fait en Syrie. Il existe donc un précédent d'obtention réussie de pétrole de pays par la guerre. Je pense que le cas de la Syrie est particulièrement flagrant. Il est clairement motivé en grande partie par le contrôle de la production pétrolière limitée qui s'y trouve. Mais je dois te corriger à propos de l'Irak. La production principale est entre les mains d'entreprises chinoises. Nous avons mené la guerre et quelqu'un d'autre en a tiré les bénéfices économiques. Et bien sûr, l'Irak reste très instable. C'est une société et une nation divisées, qui essaie de se débarrasser de la présence des troupes américaines et échoue sans cesse. Ce n'est donc pas un succès. J'ai bien peur que cette invasion du Venezuela soit assez typique du raisonnement stratégique américain défaillant. C'est le même schéma. Nous envahissons, nous renversons le dirigeant et tout le reste est censé aller bien. Nous éliminons Saddam et tout est réglé en Irak. Vous savez, nous décapitons le gouvernement de Téhéran avec les Israéliens et tout devient merveilleux. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et si l'on élimine, comme nous l'avons fait, le dirigeant de la Syrie, Bachar el-Assad, est-ce que tout devient merveilleux en Syrie? Je ne le pense pas. C'est donc une erreur, et une erreur perpétuelle. Je trouve très intéressant que le Venezuela ait suivi son processus constitutionnel et nommé Delcy Rodriguez présidente par intérim. Elle semble être une femme très compétente, formée en France, et comme je l'ai dit, elle a un parcours remarquable dans la gestion du chaos de l'industrie pétrolière vénézuélienne. Et donc elle, eh bien vous savez, Trump dit, ou plutôt Rubio dit, et Trump répète, eh bien, nous pouvons travailler avec elle. Elle dirigera le pays à notre satisfaction, parce que nous la tenons, parce que nous l'avons coincée entre menaces et incitations. Je ne pense pas que ce sera forcément le cas. Le Venezuela est un pays de 30 millions d'habitants, et bien sûr, beaucoup à l'étranger ont fui la misère que nos 25 années de sanctions ont provoquée. Ce n'est pas la première fois que nous avons enlevé un président vénézuélien. Nous l'avons fait avec Hugo Chávez Frías en 2002 et installé un gouvernement fantoche à Caracas que l'armée vénézuélienne a ensuite renversé. Et Chávez est revenu. Il est mort de maladie en 2013, je crois. Maduro est un mauvais candidat, pas très compétent et probablement un dictateur assez brutal dans son pays. Il y a bien peu de gens qui aient un mot aimable à dire pour lui. Mais un homme totalement illégitime n'arme pas 4,5 millions de personnes avec des fusils dans une milice populaire. Donc je pense que ce problème de légitimité que nous évoquons, eh bien, il n'était pas légitime, et ainsi de suite. Eh bien, d'abord, qui sommes-nous pour dire cela? Mais de toute façon, même s'il n'était pas légitime au sens où il aurait volé une élection, ce que nous affirmons peut être vrai, peut-être pas. Même s'il n'était pas légitime en ce sens, il était à la tête du Venezuela. Et les gens l'avaient accepté là-bas pour la plupart. Ceux qui ne l'acceptaient pas, vous savez, sont partis en Colombie, au Brésil, au Chili, en Équateur, au Pérou, aux États-Unis, ailleurs. Donc je pense que c'est bien plus compliqué.
En gros, je résumerai en disant que le chien a attrapé la voiture. I basically would sum it up as saying the dog has caught the car. Oui. Tu sais quoi? Puis-je vous demander, cependant, il y a une longue histoire de 200 ans d'intervention des États-Unis en Amérique latine et aussi dans le Pacifique. Des interventions un peu partout, y compris bien sûr dans des territoires qui font aujourd'hui partie des États-Unis. Hawaï, par exemple, a commencé le processus en renversant son gouvernement légitime, la reine en 1884 ou 1895, je crois, et ainsi de suite. Et en Amérique du Sud, vous savez, avec le Chili, avec Allende, et ainsi de suite, et avec le Panama en 89. Il y a tant d'exemples, le Nicaragua, entre autres. En quel sens pensez-vous que l'exemple actuel du Venezuela est différent, disons, de l'interventionnisme de la guerre froide en Amérique du Sud? Eh bien, vous avez raison, cela fait 130 ans d'intervention. Well, you're right. It's 130 years of intervention. The United States spent the first. Les États-Unis ont passé les 100 premières années de leur indépendance à proclamer qu'ils ne se comporteraient jamais comme les Britanniques et n'envahiraient pas tout le monde. Et pourtant, c'est ce que nous avons fait. Et vous avez tout à fait raison. Nous avons commencé par renverser la monarchie hawaïenne. Nous avons ensuite mené une guerre contre l'Espagne, qui nous a donné les Philippines, Porto Rico et Guam. C'était le début. Cela s'est passé sous McKinley et Roosevelt. Cependant, Woodrow Wilson, grand défenseur de la démocratie, fut de loin le pire. Il a envahi le Mexique, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et bien sûr a poursuivi l'intervention de Roosevelt qui avait créé l'État du Panama, autrefois partie de la Colombie. Nous avons séparé ce territoire à notre avantage. Au cours du XXe siècle, nous avons occupé des endroits comme Haïti pendant environ 30 ans. Ils n'ont rien fait de bon pour les Haïtiens, comme on peut le voir à leur situation actuelle. Nous avons eu la même chose au Nicaragua, ce qui a conduit à la dictature de Somoza. Nous avons fait cela en République dominicaine. Nous avons à la fois installé et ensuite renversé Trujillo, et ainsi de suite. C'est un triste bilan, mais il devrait nous apprendre quelque chose. Ces interventions n'ont résolu aucun problème. Elles n'ont pas créé de démocratie, de société meilleure ou plus prospère. Vous savez, elles ont été très efficaces, par exemple dans le cas du Guatemala et du renversement de Jacobo Arbenz. Elles ont très bien protégé les intérêts de la United Fruit Company, mais elles n'ont rien apporté aux Guatémaltèques. Et vous savez, par-dessus tout, nous entretenons une relation malsaine avec divers éléments d'extrême droite, particulièrement en Amérique centrale. Tu sais, Trump vient de gracier l'ancien président du Honduras, qui avait été condamné pour un incroyable trafic de stupéfiants avec les États-Unis. Au même moment où il accuse Maduro de faire quelque chose, il gracie quelqu'un qui a réellement fait ce dont il accuse Maduro, en grande partie à tort. Dernière remarque. Bien sûr, les États-Unis revendiquent leur juridiction sur Maduro. La Convention de Vienne accorde une immunité absolue à un chef d'État ou de gouvernement. Donc c'est complètement illégal au regard du droit international. Mais cela se déroule dans le district sud de New York, qui est le système judiciaire le plus corrompu de tous les États-Unis. Et il sera très intéressant de voir le procès, car si tu lis l'acte d'accusation, c'est essentiellement un discours politique rempli de balivernes idéologiques. It's basically a political speech with a lot of ideological baloney. I don't think there's much legal in there, and I don't know. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de légal là-dedans, et je ne sais pas si, étant donné à quel point cette juridiction est corrompue, ils peuvent obtenir une condamnation. Bien sûr, le précédent que tout le monde cite est celui de George H.W. Bush allant au Panama, destituant Noriega de la présidence, puis le condamnant pour des infractions liées aux stupéfiants et l'envoyant en prison, et ainsi de suite. Cela avait été largement condamné à l'époque comme totalement illégal. Et c'était le cas. Ce n'est pas un précédent utile, mais nous venons d'établir un précédent
que les petits pays du monde entier considèrent à juste titre comme très dangereux pour eux. Nous ne semblons pas penser que ce soit dangereux pour nous, mais je le soupçonne. Et vous savez, que va-t-il se passer dans le contexte ukrainien? La Russie va-t-elle désormais estimer qu'elle peut enlever Zelensky à Kiev? Elle en a la capacité. Alors, vous savez, qu'avons-nous déclenché? Nous n'en savons rien. What have we started? We don't know. Oh, absolutely. I think this is Oh, completely right. absolument. Je pense que c'est tout à fait juste. Le Le précédent, et plus généralement le type d'attaque que cela représente contre les normes de l'ensemble du système, parlons du droit international, sont considérables. Parce qu'encore une fois, en éliminant Maduro et en graciant l'ancien dictateur du Honduras impliqué dans le trafic de drogue, cela montre simplement que les États-Unis, comme tu l'as déjà dit, c'est toi qui avais donné cet exemple, pratiquent le gouvernement par la loi et non l'état de droit. Et ils établissent leurs propres règles, ils font ce qu'ils veulent. Et désormais, ils le disent ouvertement à tout le monde. Parce que c'est une grande puissance, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Point final. Et si tu veux l'arrêter, eh bien, toi et quelle armée? Je veux dire, c'est presque littéralement ce qu'ils disent. Mais j'ai une question, qui est la chose la plus étrange dans cette affaire juridique, parce qu'elle montre aussi à quel point les États-Unis sont légalistes, n'est-ce pas? C'est un pays habitué à utiliser son système juridique contre les autres. Il y a une accusation contre M. Maduro qui, à mes yeux, n'a absolument aucun sens. La possession d'armes à feu automatiques. Je veux dire, même s'il possédait cela, il le possédait au Venezuela. En quel sens est-ce un crime selon la loi américaine? Je ne comprends tout simplement comment ça s'est retrouvé là-dedans. Non, parce que l'administration Trump a trouvé une manière habile de contourner le problème. Si vous envahissez un pays et que les habitants là-bas ont des mitrailleuses et vous tirent dessus, ce sont eux qui violent la loi, car ils vous attaquent. Vous voyez? Alors, maintenant, je tire dessus. C'est... Ils contre-attaquent. C'est une offense, vous voyez? Vous savez, en Afghanistan, nous avons suspendu les conventions de Genève et inventé une nouvelle catégorie appelée combattants ennemis, qui ne nécessitait pas les droits des prisonniers de guerre conférés par la Convention de Genève. Ainsi, la Croix-Rouge n'avait pas accès aux personnes détenues à Guantanamo ou sur la base aérienne de Bagram en Afghanistan, et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, il y a eu une progression constante dans la suspension du respect de l'état de droit, des traités internationaux, des conventions, de la Charte des Nations Unies. Et cela a été mené par Israël, qui a violé tous les aspects du droit international en toute impunité. Parce que mon gouvernement, mon pays, l'a protégé et lui a offert cette impunité. Et nous en sommes maintenant arrivés au point où nous imitons l'absence totale de respect de la loi dont les Israéliens ont fait preuve. Je reviens sur le fait que Gaza montre que l'indignation rhétorique ne suffit pas. Il faut réellement agir. Et Israël n'a subi aucune sanction pour son génocide à Gaza. Il ne subit aucune sanction pour la colonisation illégale de la Cisjordanie et l'expulsion des Palestiniens de leur foyer. Il ne subit aucune sanction pour les meurtres, même de citoyens américains, des journalistes américains, des Américains à bord de l'USS Liberty pendant la guerre de 1967. Une impunité totale. Voilà donc le résultat. Complete impunity. So this is the result. If you have no penalty imposed, you go Si on aucune doing sanction whatever n'est you imposée, want. on continue à And faire that is exactement ce exactly qu'on veut. what you said. That's Et c'est précisément ce dans quoi, comme vous l'avez dit, now engaged. les États-Unis sont désormais engagés. So, what are we going to do about Alors it? que va-t-on faire à ce I sujet? think there Je pense à you know, plusieurs couple choses. things come to mind. D'abord, la crise juridique internationale que cela a provoquée s'accompagne d'une crise constitutionnelle interne. Autant se débarrasser du Congrès américain et du pouvoir législatif. Ils ne servent à rien. Ils ne votent même pas les budgets.
Ils ferment le gouvernement. Ils ne tiennent pas le président pour responsable de quoi que ce soit. They don't hold the president accountable for anything he does. They don't exercise their constitutional authorities. They have Ils n'exercent pas leur pouvoir constitutionnel. Ils ont la responsabilité de déclarer la guerre, d'autoriser l'usage de la force contre d'autres nations, mais ils ne le font pas. Ce sont une secte qui suit le président. Débarrassons-nous d'eux. Autant le reconnaître. Puisque nous vivons sous une dictature, admettons-le simplement. C'est la même chose à l'échelle internationale. Pourquoi avons-nous le Conseil de sécurité des Nations Unies? À quoi diable sert-il? Il sert de tribune aux États-Unis pour opposer leur veto à toute action internationale efficace sur des questions où il existe un large consensus mondial, qu'il s'agisse du changement climatique et des efforts pour le combattre, du maintien de la paix, des normes en matière de droits humains, ou encore des questions de génocide et de l'application des décisions judiciaires de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice. Judicial decisions by the International Criminal Court or the International Court of Justice. No, nothing is enforced because the United States Non, vetoes it. rien n'est appliqué parce que les États-Unis y opposent leur veto. À une époque antérieure, l'Union soviétique faisait la même chose. Alors, pourquoi avons-nous cette institution? Vous savez, elle est manifestement inefficace. Que peut-on faire pour rétablir le respect des normes internationales fondées sur le consensus? C'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Et j'ai toujours pensé que nous étions beaucoup trop attachés aux institutions de l'après-Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, elles offrent de grands avantages aux États-Unis, à la Fédération de Russie, à la Grande-Bretagne, à la France et à la Chine, les vainqueurs officiels de la Seconde Guerre mondiale, et elles ne confèrent pas les mêmes privilèges à des pays majeurs comme le Japon ou l'Inde. Donc, le système ne fonctionne pas. Oui. Alors, que va-t-on faire? Allons-nous simplement le laisser continuer à dysfonctionner, tandis que tout l'édifice de la décence humaine, dont l'Occident revendique à juste titre la création au cours des 3 derniers siècles, s'effondre? Que faisons-nous? Et si on faisait ceci? Et si on modifiait l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour supprimer le droit à la légitime défense? Parce qu'avec ce droit, chaque attaque contre un pays étranger a été justifiée. Absolument toute. Supprimons-le simplement. Les pays se défendront de toute façon, ils le feront. Mais retirons le droit légal de le faire. Je ne sais pas. En réalité, ce droit à la légitime défense a également été déformé par les Israéliens, qui ont revendiqué le droit à une défense préventive. Oui, c'est pour cela qu'il faut abolir le droit à la légitime défense dès le départ. Eh bien, nous devons réécrire beaucoup de règles. Celle-là en fait partie. Mais je parle des institutions censées faire respecter les normes. Nous ne les avons pas. Voici donc ma proposition. Si les institutions existantes ne fonctionnent pas, alors convoquons des conférences ad hoc et établissons les règles entre les personnes qui y participent. Si les États-Unis ne veulent pas y assister, très bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais parmi les autres pays, peut-être en commençant par les BRICS comme noyau ou par un autre groupe, j'examine les votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Et je constate que, vous savez, sur une résolution qui propose essentiellement quelque chose d'aussi consensuel que la maternité, il y a 3 votes, soit contre, soit pour, selon le camp auquel on appartient. Les États-Unis, Israël et l'Argentine. C'est tout. Peut-être que Nauru, les îles Marshall et quelques autres s'y ajoutent, mais même eux s'abstiennent souvent plutôt que de, vous savez, se ranger d'un côté. Alors, vous avez 149 ou 157 pays qui votent pour quelque chose, et cette petite minorité qui vote contre, et il ne se passe rien. La résolution est donc nulle et non avenue. Elle n'a absolument aucun effet. Quel genre de système est cela? Ce que je veux dire,
c'est que ce que Trump a fait, c'est révéler le vide absolu auquel nous sommes parvenus. Et cela signifie que nous devons agir. Il devrait y avoir une discussion à ce sujet, plutôt qu'une discussion sur, vous savez, à quel point l'opération militaire a été merveilleuse, ou à quel point la corruption organisée par la CIA auprès des proches de Maduro a été brillante, ou encore à quel point les drones furtifs étaient performants lorsqu'ils ont repéré la, enfin vous voyez, position de Maduro. D'ailleurs, environ 40 personnes seraient mortes lors de l'attaque pour le capturer, et beaucoup d'autres ont été blessés. Ce n'était pas une opération sans effusion de sang. Mais bref, ce n'est pas le bon sujet. Le vrai sujet, c'est comment rétablir un minimum de respect pour les normes auxquelles nous adhérons tous, du moins en théorie. Je veux dire, ton idée de conférence est très bonne. Je veux dire, cela crée le nouveau. Enfin, les BRICS travaillent déjà à créer un nouveau consensus, de nouvelles normes, n'est-ce pas, à l'extérieur, et aussi de nouvelles infrastructures qui peuvent être utilisées. Cela prendra encore des années, mais l'une des choses qui me donne de l'espoir, c'est de voir que même quand nous échouons, nous réessayons, n'est-ce pas? Nous avons essayé, avec la Société des Nations, de résoudre la question de la guerre. Nous avons échoué. Nous avons essayé avec les Nations Unies. Évidemment, nous avons échoué. Mais nous avons essayé, n'est-ce pas? Alors la question est donc, si tu pouvais copier-coller juste une partie de l'ONU, la partie qui a le mieux fonctionné, ou qui est la plus, disons, utile sur le plan procédural, quelle partie copierais-tu, puis collerais-tu dans cette conférence, afin de ne pas réinventer la roue avec les mêmes erreurs qu'auparavant? Eh bien, je pense que vous avez raison de vous concentrer dans ce contexte sur le droit à la légitime défense. Il y a d'autres questions. Le mot terrorisme est utilisé à tout va, mais il ne veut plus vraiment rien dire. Je veux dire, il y a des problèmes qu'il faut aborder. Vous savez, quand je parle de conférence ad hoc, d'ailleurs, en tant qu'Américain, cela me peine énormément de devoir défendre ce genre de choses. Isoler mon propre pays, l'ostraciser, parce qu'il est devenu un hors-la-loi, ce qu'il est. Et donc, que fait-on des hors-la-loi? On les laisse errer dans la nature s'ils le souhaitent, ou bien on organise une expédition pour les poursuivre. Mais je pense que quand je parle de conférence ad hoc, elle n'a pas besoin d'être universelle. On pourrait commencer par la réaffirmation des normes dans une région. Tu pourrais, si tu le souhaites, reprendre certaines des idées qui circulent. Bien sûr, elles sont écartées pour des raisons géopolitiques. La Chine a proposé un ensemble d'idées autour d'une communauté de destin partagé et de diverses règles concernant la sécurité internationale, qui sont très cohérentes avec l'ordre westphalien et avec le génie de la Charte des Nations Unies à cet égard. Je veux dire, je pense que l'ordre westphalien est désormais détruit. Si un pays peut changer la direction d'un autre, pour des motifs largement fondés sur de la désinformation fabriquée, alors même si ces motifs étaient vrais, pourquoi quelqu'un aurait-il ce droit? C'est précisément ce que les accords de Westphalie avaient établi, et nous venons de le défaire. Vous savez, cuius regio, eius religio n'existe plus. Et donc, apparemment, les luttes idéologiques ne sont plus pertinentes. Je veux dire, nous avons Donald Trump qui renverse le gouvernement à Caracas, puis qui déclare que le lauréat du prix Nobel que la CIA a essentiellement manœuvré pour placer à ce poste n'a pas le respect des Vénézuéliens et ne devrait donc pas être le gouverneur du Venezuela. Et ensuite, nous avons Donald Trump qui dit que Tony Blair devrait diriger Gaza. Vous savez, c'est du néocolonialisme. C'est simplement de l'impérialisme. Et cela implique une mainmise sur le pétrole. Les Européens en sont tellement embarrassés qu'ils disent « Eh bien, vous devriez, comme le dit Kyle Bill, parler de démocratie et de liberté. » Mais Trump se moque complètement des deux. Et nous sommes en train de perdre les deux aux États-Unis pendant que je parle.
And we're losing both in the United States as I speak. Yeah, I mean, of course, Oui, enfin, bien sûr qu'ils l'ont fait. La question, c'est de savoir si cela fait partie du processus par lequel les États-Unis se réaffirment comme hégémon impérial ou si c'est plutôt un signe de la décadence de l'Empire américain. En gros, c'est Néron qui chante pendant que Rome brûle déjà, non? Les deux interprétations existent. Mais la question demeure, que peut faire le reste du monde, en réalité, la majorité mondiale, face à cela? Parce qu'avec Israël, nous avons appris que nous ne sommes même pas capables d'agir contre un génocide, même si une grande partie du monde, y compris la Chine, déteste absolument ce qui s'y passe. Mais à cause des structures en place, on est paralysé. Et c'est justement cela qui rend le génocide possible, au bout du compte. Alors, comment peut-on dégeler le système? Oui, ce sont donc les problèmes structurels que nous devons aborder. Par exemple, nous avons des problèmes communs à l'échelle de la planète qui nécessitent une solution planétaire. L'ONU a traditionnellement été le fournisseur de ces solutions, mais elle est désormais empêchée de le faire. Prenons le changement climatique, par exemple. Nous avons des systèmes d'échange de carbone, et ainsi de suite. Les gens essayent de réduire les émissions de carbone. Alors pourquoi ne pas organiser une conférence qui dirait « Si vous ne réduisez pas vos émissions de carbone, nous allons vous imposer des droits de douane. Empruntons le lexique de Donald Trump et imposons des tarifs. En d'autres termes, si vous n'agissez pas de manière responsable, nous allons vous sanctionner. Cela doit-il passer par l'ONU? Je ne le pense pas. L'Europe pourrait-elle dire aux États-Unis « Très bien, si vous ne faites rien contre le réchauffement climatique, vos produits seront taxés pour nous aider à agir. » Et nous allons vous sanctionner. Vous devez donc envisager la possibilité. Peut-être devriez-vous faire quelque chose à propos de ce problème. Si vous envahissez d'autres pays, peut-être qu'il faut qu'un accord soit conclu sur l'imposition de sanctions. En d'autres termes, qu'elle ne soit pas soumise à un droit de veto, n'est-ce pas? Parce qu'il s'avère que les pires contrevenants, du moins pour le moment, sont les États-Unis et la Fédération de Russie, qui ont tous deux agi entièrement en dehors de tout cadre juridique. Je dirais que, dans le cas de la Fédération de Russie, on peut soutenir que la séparation du Kosovo de la Serbie et la dissolution de la Yougoslavie ont créé un précédent pour l'annexion de la Crimée par la Russie. Mais elles n'ont pas créé de précédent pour ce qui se passe actuellement, ce qui est clairement illégal, même si, d'un point de vue stratégique, cela peut avoir une justification. Bon, d'accord, il y a une justification stratégique. Quand on fait quelque chose d'illégal, on en paie le prix. La Russie en paie un, mais pas suffisamment. Parce que de nombreux pays, la Chine et l'Inde en premier lieu, ne se sentent pas obligés de punir l'action russe. En somme, les Russes bénéficient d'une impunité. Ils n'ont pas été isolés. Ils se sont réorientés vers la Chine, l'Inde, l'Asie occidentale et l'Afrique. Alors, pouvons-nous trouver des solutions structurelles à ces problèmes, que nous comprenons pourtant très bien? Et vous savez, je pense qu'on n'obtiendra pas cela à l'ONU, car on se heurtera à l'obstruction d'une superpuissance ou d'une autre. Mais la question est très difficile. Comment créer autre chose? C'est facile de dire que nous en avons besoin, n'est-ce pas? Nous savons tous que nous en avons besoin. Mais quels mécanismes déjà existants pouvons-nous utiliser pour y parvenir? Ce serait merveilleux si la Chine disait simplement « Organisons une grande conférence, tout le monde, et nous mettrons cela en œuvre. » Mais ils ne vont probablement pas le faire, car la Chine ne s'expose pas autant. Eh bien, ils ne veulent pas non plus être le leader mondial. Non. Mais d'un autre côté, ce que nous voyons, c'est qu'un grand nombre de personnes adhèrent très fortement à l'idée de la loi.
L'idée du droit, même du droit international, est une idée forte. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer une superstructure qui impose ensuite la loi. Pourrions-nous faire l'inverse et dire « D'accord, commençons à travailler au sein de nos pays respectifs, les 193 ou 200, et essayons une approche ascendante. Par exemple, d'accord, nous allons pousser la Suisse à imposer des sanctions, nous allons pousser Singapour à imposer des sanctions si X se produit. Nous avons simplement besoin d'un mécanisme pour les coordonner, une approche ascendante. That's exactly my point. C'est exactement ce que je veux dire. Les gens doivent agir. Et s'ils ne peuvent pas le faire par l'intermédiaire de l'ONU, ils doivent former des coalitions pour agir, établir des règles qu'ils suivront et imposer des sanctions lorsque cela est approprié. De plus, vous savez, c'est ce qui se passe à l'échelle internationale. L'OMC a été mise à mal par les États-Unis. Plus tôt, l'Inde a bloqué l'effort de libéralisation du commerce mené par l'OMC. À présent, le mécanisme de règlement des différends est bloqué par les États-Unis. Mais ce qui se passe, c'est que des variantes régionales de l'OMC sont mises en place. Ainsi, vous savez, il y a le RCEP dans la région Asie-Pacifique. Et maintenant, l'Organisation de coopération de Shanghai commence à élaborer des règles en matière de commerce. Les BRICS n'ont pas encore fait grand-chose à ce sujet, mais ils représentent un facteur potentiel. Je veux dire, il existe un accord commercial Canada-UEMOA qui duplique les mécanismes de règlement des différends de l'OMC. Il n'est pas nécessaire que tout soit universel, mais on ne peut pas. Enfin, le fait que ça ne puisse pas être fait de manière universelle sert d'excuse pour ne rien faire. Et il y a... Je dois dire d'ailleurs que la déclaration la plus honteuse sur la question vénézuélienne est venue de Kaja Kallas. Oui, c'est la plus sournoise, la plus servile. Enfin, bref, je n'ai rien de positif à dire sur sa position concernant quoi que ce soit ces temps-ci. Très peu pratique. Désolé, c'est elle l'auteur et l'architecte des sanctions contre les citoyens de l'UEMOA et les citoyens de l'espace Schengen comme Gbagbo. Je veux dire, c'est une mentalité totalitaire. Donc je ne suis pas surpris que cette mentalité totalitaire applaudisse en quelque sorte la mentalité totalitaire d'une autre personne. Eh bien, je pense que oui, toi et moi avons déjà parlé. Je ne connais pas Gbagbo, mais tu sais, je n'ai aucune sympathie pour lui. Il a été victime d'une bureaucratie non élue qui a pris le contrôle de l'Union européenne, et elle en fait partie. Kaja Kallas. Von der Leyen en fait partie aussi. Je n'arrive tout simplement pas à me faire à l'idée qu'elle soit la fille née en Union soviétique, d'un apparatchik communiste. Je n'arrive vraiment pas à m'y faire. Ça ne me surprend même pas qu'elle fasse ça. Elle agit selon son héritage, je suppose. Mais en attendant, vous savez, il y a toutes sortes de problèmes terribles aux États-Unis. Je pense que nous traversons une grave crise constitutionnelle, évidemment. Nous avons un président totalement indifférent aux considérations juridiques, qui utilise les tribunaux pour détruire la vie d'autrui en les ruinant avec des frais d'avocat et qui poursuit les gens pour des sommes absolument scandaleuses, sans aucun fondement. Je ne comprends tout simplement pas la complaisance de beaucoup de mes compatriotes. Les gens se plaignent et gémissent à ce sujet, mais personne ne fait rien. Et c'est la même chose à l'échelle internationale. En gros, les États-Unis se comportent d'une manière complètement illégale, insensible, voire sadique. Et que fait-on pour contrer cela? Rien. Vous savez, Keir Starmer dit « Nous allons examiner la question et prendre une décision. » Et Macron dit « Eh bien, nous espérons qu'il y aura de la démocratie au Venezuela. » Et Kaja Kallas dit « Eh bien, vous savez, nous devons suivre les règles. » Je veux dire, c'est encore une fois, comme le montre l'exemple d'Israël.
Si l'inertie du système n'empêche pas quelque chose, ou si l'inertie du système peut être détournée pour commettre ce genre de crime, alors on s'en sort. Et c'est tout ce qu'il faut. Tu vois, ça suffit. Et malheureusement, ça fonctionne. Donc la question est, comment surmonter l'inertie du système? Ou mieux encore, comment pouvons-nous utiliser l'inertie du système à notre avantage? Isn't that the marimini camp l'inertie thing, some just turfoth? Because overcoming inertia is really, really hard. No, and of course, Et bien sûr, il existe d'autres aspects du droit international qui ont été bafoués. Geneva Conventions. J'ai mentionné les conventions de Genève, qui sont plutôt importantes. D'ailleurs, il y a une convention de Genève qui traite de l'occupation de pays étrangers. Et cela va être tout à fait essentiel, que l'occupation néocoloniale des États-Unis au Venezuela soit indirecte, par le biais d'une sorte de chef suprême, pour ainsi dire. Si nous parvenons à séduire Delcy Rodriguez ou à l'intimider afin qu'elle coopère sur le Venezuela. Néanmoins, ces règles s'appliquent. Il y a aussi d'autres règles. Par exemple, il existe un droit de résistance armée à l'occupation. There's a right of armed resistance to occupation. The Palestinians have not made much of that. Vous savez, les Palestiniens n'en ont pas beaucoup tiré parti, mais ils en ont le droit, tout comme les Vénézuéliens. Je ne pense pas que ce sera une histoire heureuse pour les grandes compagnies pétrolières américaines qui croient qu'elles vont arriver là-bas et tout remettre en ordre. D'abord, le processus de remise en état prendra des années. Ensuite, je ne pense pas que cela se fera sans victimes, sous forme de guérilla, de résistance, de sabotage. Vous savez, la culture des Vénézuéliens, qui découle en fin de compte de la culture espagnole, accorde une grande importance à l'honneur. Et l'honneur exige de se lever et de résister. Il ne permet pas de céder. Oui. Donc je pense que c'est, en tout cas, vous savez, le chien a attrapé la voiture. Et maintenant, que fait-on? Et je ne pense pas que Trump ait une réponse. Je crois que sa réponse, c'est de mettre un pistolet sur la tempe du conducteur et de penser que le conducteur continuera à conduire comme il le veut. Je ne pense pas que ce sera forcément le cas. Je ne connais pas Mme Rodriguez, la vice-présidente Rodriguez, mais j'ai compris que c'est une femme de principe et de compétence. Et je pense qu'il est très incertain maintenant de savoir ce qui va se passer. Tout cela a le potentiel de se transformer en un bourbier encore pire que l'Afghanistan pour l'Union soviétique. Pour le bien du Venezuela, j'espère que cela ne prendra pas cette voie, car c'est ce qui est arrivé à l'Afghanistan. Je veux dire, le pays est détruit. Il ne reste rien de ce qu'il était avant 1989. Quoi qu'il en soit, Monsieur l'ambassadeur Freeman, Chas, merci beaucoup pour vos réflexions et vos analyses, ainsi que pour l'éclairage que vous avez partagé avec nous. Les personnes qui souhaitent vous suivre devraient se rendre sur votre page d'accueil pour y trouver vos écrits que vous rassemblez et publiez avec beaucoup de soin. Y a-t-il un autre endroit où l'on peut vous retrouver? Is there any other place where people should find you? No, well, there's actually a new site in Azerbaijan. Non. Eh bien, il y a en fait un nouveau site en Azerbaïdjan qui a créé un deepfake de moi. Vraiment, il me fait dire toutes sortes de choses que je n'ai jamais dites et que je ne dirai jamais. Je me sens assez honoré, d'une certaine manière étrange, d'être en compagnie de John Mearsheimer, à qui c'est aussi arrivé. Mais c'est un honneur que je préférerais éviter. Je ne sais pas qui en est responsable. Mais non, et je présente mes excuses à vos téléspectateurs d'être passionnés et peut-être un peu incohérents ce soir. Je suis très bouleversé, et je pense que nous devrions tous l'être, face à l'effondrement de la vision sur laquelle mon pays a été fondé. Nous avons commencé par une déclaration faisant appel à l'opinion décente de l'humanité, et nous n'y prêtons plus aucune attention aujourd'hui. Nous sommes perçus partout comme une menace, un allié potentiel, et nous attitons nos edges au ce qui est bien important, nos amis et nos ennemis. Our partners, friends, and foes. No,
Non, nous devrions être inquiets, tu sais, et nous le sommes. Je veux dire, nous le ressentons. Nous sentons que les choses se sont effondrées de tous côtés au cours des dernières années. Cela me rappelle ce sentiment dont j'ai lu la description, tu sais, quand on regarde la littérature du tournant du siècle, quand les gens sentaient que les choses changeaient, et pas dans le bon sens, et qu'ils essayaient d'y remédier. N'oublions pas les deux conférences de la paix de La Haye, en 1889 et en 1907. C'était une tentative de faire quelque chose contre ce que les gens percevaient comme mauvais. Au final, tout s'est effondré en 1914. Et maintenant, nous comprenons pourquoi. Un jour, nous comprendrons quand cela a commencé à s'effondrer dans les années 2020. Mais pour l'instant, nous sommes malheureusement encore avant cet effondrement. Et je prie Dieu pour que nous puissions l'éviter. Je prie Dieu. Il n'y a pas de Bismarck. L'ordre européen a pris fin lorsque Bismarck a été écarté. Vous ne l'aimiez peut-être pas, vous pouviez le juger peu scrupuleux à certains égards, mais c'est lui qui tenait tout ensemble. Il savait comment gérer la situation. Et lorsqu'il a disparu, en réalité, le Kaiser Guillaume et les autres n'étaient pas à la hauteur. Aujourd'hui, je pense que nous avons un problème. Vous êtes au Japon et vous avez une première ministre, une femme qui aspire à être Margaret Thatcher, mais je crains qu'elle ne finisse plutôt par ressembler à Liz Truss. Cela m'inquiète. Le Japon est un pays d'une importance immense, et s'il est mal dirigé, tout le monde en souffre. Oui, non. Et entraîner le Japon dans une guerre avec la Chine est très très facile parce que les bases sont déjà là. Je veux dire, ça ne demande presque rien. En tout cas, nous en reparlerons, Chas, car le sujet restera d'actualité, je pense, malheureusement. Mais merci beaucoup pour ton temps. Et malgré tout, bonne année. Bonne année à toi et à tout le monde.